Les partenaires sociaux reçus mercredi dernier par la commission de loi à l'Assemblée nationale et au menu des échanges, l'âge et l'harmonisation des retraites entre le privé et le public, le service minimum en période de grève et bien d'autres dossiers à l'ordre du jour. Les détails dans ce journal dont nous parlerons également de Michel Minga-Messon, ministre de la Culture et des Arts, qui à son tour était reçu par les sénateurs membres de la commission des affaires culturelles pour présenter et défendre le projet de loi portant création, attribution et organisation de l'Office national de développement du sport et de la culture. Les précisions dans ce journal avec Gervais Fabrice Odjouga et Franck Mexan Mangolo de la presse du Sénat. Voilà donc les deux principaux titres qui vont dominer cette édition d'information dont je me suis fait le plaisir de vous présenter ce soir. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, bonsoir. Démarrons ce journal avec la réception des partenaires sociaux à l'Assemblée nationale. C'était donc cette semaine pour statuer sur le Code du travail. Selon Jean-Rémy Yama, président du mouvement syndical dynamique unitaire. Les précisions dans ce reportage sur ces images de Ariel Nzao. Les partenaires sociaux étaient reçus par la commission de loi à l'Assemblée nationale pour statuer sur le Code du travail. Au cours de ces échanges, il était question, selon M. Jean-Rémy Yama, président du mouvement syndical dynamique unitaire, de réfléchir sur l'âge de la retraite, le service minimum et bien d'autres. Au sujet de l'âge de la retraite, les syndicalistes souhaitent l'harmonisation de l'âge de la retraite entre le privé et la fonction publique. Effectivement, la commission des lois qui examine le Code du travail et donc, a voulu entendre Dynamique Unitaire ainsi que d'autres partenaires sociaux. Il n'y avait pas que Dynamique Unitaire. Sur certaines questions, voilà, sur le Code du travail. Alors donc, cette audition a duré près de, on va dire, presque 3 heures. 3 heures de temps. Nous avons édifié les honorables députés sur certains aspects, par exemple sur l'âge limite de la retraite. Bon, on a expliqué que cet âge limite ne se décide pas comme si on joue au dé. Il y a des organismes chez les autres qui réfléchissent et qui ont des paramètres d'évaluation qui tiennent compte de l'espérance de vie, de beaucoup d'autres paramètres. Parce que vous savez, notre retraite, elle est intergénérationnelle, c'est-à-dire que c'est les actifs qui payent pour les retraités. Ce n'est pas l'argent des retraités qui a été mis de côté. Non, ce n'est pas ça. Donc, sur l'âge de la retraite, en gros, nous avons demandé tout simplement que ce soit harmonisé avec la fonction publique. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'à la fonction publique, on a un âge différent et puis au privé, un âge différent, et en tenant compte de la pénibilité. Parce qu'il y a des travaux au privé qui sont pénibles, où on ne peut pas aller au-delà, par exemple, de 60 ans. Au-delà de l'âge de la retraite, cette rencontre a également fait l'objet d'un autre point stratégique, dont particulièrement celui du service minimum en période de grève. Bon, il s'agit aussi, par exemple, du service minimum dans le cadre de la grève. Le gouvernement s'intéresse au service minimum. Il veut l'étendre dans toutes les administrations. Et à ce niveau, nous avons également démontré qu'en réalité, le problème n'est même pas au niveau du service minimum. Le problème d'abord, c'est en amont. Comment arrive-t-on à une grève? Il y a des pays qui font 20 ans, 30 ans sans grève. Mais comment ces pays la font? Mais parce qu'il y a ce qu'on appelle la culture du dialogue social. Donc, cette culture du dialogue social fait que, entre les partenaires, c'est-à-dire entre le gouvernement et les travailleurs, les employeurs, un dialogue s'installe, tout simplement. Or, notre gouvernement, je vous assure, il est dans la confrontation. Il ne veut pas du dialogue social, pas du tout. La preuve, comme illustration, demandez aux syndicats qui déposent des cahiers de charges, on vous dira que le gouvernement ne répond jamais à un cahier de charges. Demandez aux syndicats qui déposent des préavis de grève, on vous dira que le gouvernement ne répond jamais aux préavis de grève. Alors qu'il y a des dispositions statutaires qui veulent que si le gouvernement ouvre les négociations pendant le préavis de grève, ça suspend le préavis de grève. Donc le gouvernement veut toujours aller à l'affrontement. Ce qui est en contradiction avec le pacte social qu'il a envie de signer avec les travailleurs. Ce qui est en contradiction avec le contrat social avec les travailleurs.
Tu ne peux pas signer un contrat social si tu n'aimes pas dialoguer, si tu n'aimes pas discuter. Donc voilà un peu ce que nous avons dit sur le service minimum. Les députés ont parlé également des organisations syndicales qui ne renouvellent pas leur bureau, hein, par les congrès et ainsi de suite, où on a des personnes inamovibles, on va dire. Bon, là, c'est un problème interne, déjà, des statuts. Bon, ça ne concerne pas Dynamique Unitaire, comme vous le savez. Les 28 et 29 mars, on a fait notre congrès, on a renouvelé pour 3 ans nos instances, dont le bureau confédéral. Mais qu'à cela ne tienne, il y a une obligation à laquelle le gouvernement ne répond pas. C'est celle d'organiser les élections professionnelles depuis 1990 qu'on a eu le multisyndicalisme. Le gouvernement n'a jamais organisé les élections professionnelles. Mais qu'on interroge d'abord le gouvernement sur ça. Or, dans tous les pays démocratiques, c'est les élections professionnelles qui définissent le poids de chaque organisation syndicale pour savoir que Dynamique Unitaire pèse tant et donc derrière, c'est les travailleurs qui sont représentés. Et j'ai d'ailleurs posé la question aux honorables députés qu'est-ce qui vous a guidé pour choisir tel ou tel syndicat pour venir à cette audition, dans la mesure où il n'y a aucun critère de représentativité des syndicats. Personne ne peut dire « je suis le plus représentatif ». Donc voilà un peu vraiment ramasser ce qui a été débattu à l'Assemblée nationale par rapport au Code du travail. Souhaitons toutefois qu'au sortir de cette réunion, le Code du travail sera très certainement révisé en tenant compte des propositions des syndicalistes afin que dans les tout prochains jours, le climat social soit apaisé dans le pays. Au sujet de la grève des enseignants de l'université Omar Bongo, voici ce qu'il nous a déclaré au sortir de notre entretien dans ce reportage sur ces images de Ariel Nzao. Oui, puisque moi je suis d'origine, parce que je suis Dynamique Unitaire, certes, mais je suis d'origine SNEC, donc enseignement supérieur. D'ailleurs, je suis le président du SNEC. Effectivement, la section UOB a déposé un préavis de grève. Ce préavis aussi n'a pas fait l'objet de discussion. Donc, ils sont rentrés en grève. Vous savez, il y a des principes clairs au niveau de, comment on dit ça, au niveau de la loi, au niveau des textes. Il y a des principes clairs. Si vous n'avez pas répondu au préavis de grève et que les travailleurs rentrent en grève, il ne suffit plus d'ouvrir les négociations pour que la grève s'arrête. Parce que les 8 jours de préavis franc qu'on vous donne, c'est ça l'occasion qui vous est vraiment donnée pour ouvrir les négociations. Donc, quand vous ouvrez les négociations après l'entrée en grève, sachez que pour que la grève soit levée, il faut une avancée. Il faut une avancée qu'on appelle communément avancée significative. C'est à partir de cette avancée et la volonté de poursuivre les autres points enfin du moins de régler les autres points du cahier des charges, c'est sur cette base-là que vous suspendez. Or, à l'UOB, le ministre, excusez-moi du terme, n'a fait que tchatcher. Il n'y a eu rien de probant. Et c'est la raison pour laquelle l'UOB poursuit son mouvement de grève. Mais au-delà même du mouvement de grève de l'UOB, il y a le préavis de grève aussi du SNEC, le syndicat national. Là, ça ne concernera plus l'UOB, ça va concerner tous les établissements de l'enseignement supérieur. Mais notre préavis aussi a expiré hier du SNEC. Et nous aurons une assemblée générale du SNEC lundi prochain qui va décider de la suite à donner. Et bon, sauf surprise, parce que les mêmes causes, on dit quoi, produisent les mêmes effets. Sauf surprise, mais lorsque vous avez déposé un préavis de grève, c'est une menace d'entrer en grève. Maintenant, si l'autre ne te retient pas pour que tu ne rentres pas en grève, qu'est-ce que tu fais? La logique voudrait que tu fasses la grève. Vulgairement, on dit attrape-moi, sinon je fais la bagarre. Mais si on ne t'attrape pas, il faut maintenant être capable de faire la bagarre. Donc, dans ces conditions, on va dire qu'il y aura 2 grèves à l'université. Il y aura même 3. Parce que Dynamique Unitaire aussi n'a pas encore dit son mot. Le SNEC aussi est membre de Dynamique Unitaire. Après, le SNEC n'a pas aussi dit son mot. Là, pour l'instant, il n'y a qu'une grève. C'est l'UOB. Ça, c'est clair, c'est constaté. Mais lundi, il peut y avoir une 2e grève. Il peut y avoir une 3e grève. Vous allez me dire, mais comment j'ai 3 grèves
dans un seul établissement. Mais là, ça ne sera plus l'UOB. Hein? La première grève, c'est l'UOB. S'il y a une deuxième grève, c'est tous les établissements d'enseignement supérieur. S'il y a une troisième grève, c'est toutes les administrations publiques. Comme nous le disions à l'entame de cette édition d'information, le ministre de la Culture et des Arts, Michel Menga Messon, était reçu cette semaine au Sénat. Et il était devant les sénateurs membres de la Commission des affaires culturelles pour présenter et défendre le projet de loi portant création, attribution et organisation de l'Office national de développement du sport et de la culture. Les détails et précisions avec Gervais Fabrice Odjouga et Franck Mangolo de la presse du Sénat. Adopté par le Parlement puis rejeté par la garante des lois parce que jugé anticonstitutionnel, le projet de loi portant création, attribution et organisation de l'Office national de développement des sports et de la culture est à nouveau devant les vénérables sénateurs. Venu en exposer les motifs, le ministre de la Culture et de l'Art, Michel Menga Messon, a présenté et défendu devant les vénérables sénateurs membres de la Commission des affaires culturelles un nouveau projet de loi consacré à la création de cet office, mais qui tient compte, cette fois-ci, des remarques faites par la Cour constitutionnelle. Placé sous la double tutelle technique et financière du ministère des Sports et de celui chargé du budget, cet office, selon le ministre Menga Messon, est conçu pour être un outil essentiel pour le développement du sport et de la culture au Gabon. Ce projet de loi permettra à l'Office, instrument très attendu pour le développement du sport et de la culture, de se donner une meilleure visibilité et de rendre ainsi efficaces les actions de promotion que mèneront nos deux départements ministériels. Les débats suscités par cet exposé des motifs ont porté, entre autres, sur des préoccupations liées à la gestion du sport et au développement de la culture. Les réponses à ces questions pourront constituer d'éléments essentiels pour l'examen au fond de ce projet de loi. Parlons politique à présent dans cette édition d'information avec Jean Yegendon, poids lourd de l'opposition et soutien inconditionnel de Jean Ping, reçu en audience par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. C'était mercredi 9 juin 2021. Selon toute rumeur, l'homme fort de Nkembo envisagerait son retour possible au Parti démocratique gabonais. À cela, les réactions des Gabonais ne se sont pas fait attendre. Les détails dans ce reportage sur ces images de Ariel Nzao. La rumeur court déjà depuis ce mercredi 9 juin 2021 d'un possible retour de M. Jean Eyengedon, membre influent de l'opposition et soutien inconditionnel de l'opposant gabonais Jean Ping au Parti démocratique gabonais PDG, parti au pouvoir. Ce dernier, selon certaines indiscrétions, aurait demandé pardon au chef de l'État Ali Bongo Ondimba, président du Parti démocratique gabonais PDG, parti qu'il avait d'ailleurs quitté il y a 12 ans après la mort de son fondateur, Omar Bongo Ondimba. Ce pardon se serait intervenu très certainement à l'occasion de son audience au Palais du Bord de Mer ce mercredi 9 juin 2021 avec l'ensemble des opposants gabonais. Au sortir de cette audience, voici ce qu'il a déclaré. J'ai été Premier ministre dans ce pays, sous la présidence d'Omar Bongo Ondimba. C'est à ce titre-là que j'ai pris la responsabilité et même la décision de rencontrer M. Ali Bongo Ondimba. Vous savez aussi que nous avons eu des divergences politiques. Mais ça n'empêche pas que les Gabonais se parlent et se rencontrent pour le bien du pays. Donc, le reste, je ne peux pas vous dévoiler le contenu de nos conversations qui ont été politiques et qui ont été personnelles. Une fumée sans feu qui n'est pas restée sans commentaire aux yeux des Gabonais et à son fief de Nkembo. Certains sympathisants ne voient pas le mal à cela. Monsieur Jean Eyengedon est un homme libre. Je pense que l'initiative est bonne. Il faut féliciter le courage de notre frère Jean Eyengedon qui a répondu favorablement à l'appel du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Jean Eyengedon est parti depuis 2009. Il n'est pas l'ennemi du président de la République. Et le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a toujours tendu la main à l'ensemble des Gabonais sans distinction, de l'opposition comme de la majorité. Et notre père, Jean Eyengedon, a répondu favorable à l'appel de son frère, qui est M. Ali Bongo Ondimba. Et je pense que ce geste est salutaire et j'appelle l'ensemble des Gabonais qui ont quitté
le grand parti à revenir. Parce que ce parti a été conçu par Feu Omar Bongo Ondimba, qui est le père de l'ensemble de tous ces Gabonais. Et je pense que je félicite le retour de ce grand homme, qui est humble, qui est un mobilisateur, qui n'a jamais eu des problématiques quelconques avec le chef de l'État et qui a décidé de revenir chez son frère. Enfin, peut-être de travailler ensemble. Et je pense que l'échange d'hier, il n'y a que M. Jean Eyegedon qui donnera le fond de leur échange. Et pour cela, je tiens à féliciter la diplomatie politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui ne cesse de tendre la main à l'ensemble des Gabonais sans distinction. C'est un être humain capable de changer dès que cela est possible. S'il y a eu un dérapage et qu'il trouve que il s'est dérapé et il revient, il n'y a pas de souci pour ça. Ça fera forcément du bien aux Gabonais, à certains Gabonais. D'autres vont probablement bouder, d'autres vont s'en réjouir. Et comme dans toute initiative humaine, il y a toujours des pour et des contre. D'autres estiment qu'il n'est pas normal pour un homme politique de cette envergure, poids lourd de l'opposition, de faire rétro-pédalage comme M. René Ndémézo-Obiang de Démocratie Nouvelle, aujourd'hui fondu dans le PDG. L'ancien Premier ministre ne peut plus rien construire au Gabon, à l'état où il est là. Il a déjà la retraite de Premier ministre, je crois que c'est bon pour lui. Je ne vois pas ce qui peut venir remonter en quelques temps ce que vivent les Gabonais en ce moment. Donc je crois que si on revient au PDG, c'est peut-être pour enrichir davantage peut-être sa famille autour de lui. Je ne pense pas qu'il est un PDG pour que les Gabonais bénéficient de quelque chose, je ne pense pas. C'est un peu amer, parce que tous ces gars-là, tous ces messieurs-là, ils ont quitté le bateau parce qu'ils pensaient que le bateau devait chavirer. Maintenant, s'ils reviennent sur leur maison, c'est tout. Ils peuvent revenir, moi je n'ai pas de souci pour eux. Mais je crois qu'ils ont géré quand même le Gabon. À leur époque, ils ont géré le Gabon qui était un peu bien. Mais le constat est un peu amer. Ils fuient la maison et puis reviennent. On peut aussi les refuser sur les affaires du pays. C'est tout. Son retour au PDG, c'est vendre carrément le Gabon. Et c'est pas bon. Il était dans cette maison-là. Malgré ce qu'il a eu à faire. Mais c'est pas bon pour repartir encore au PDG. Parce que je ne sais pas si un jour, un membre de sa famille pourra aller dans les urnes le voter pour le PDG. Et c'est pas bon. Il y a eu des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts dans ces pays-là. À cause d'eux. Maintenant, il repart encore là-bas. C'est pour tuer encore d'autres personnes. On ne peut pas accepter. Vrai ou faux, l'avenir nous le dira. Mais ce qui est certain, c'est que c'est le Gabon qui gagne. Et le plus important, c'est que si cela est vrai, alors que ce soit bénéfique pour l'intérêt supérieur de la nation. Expression libre à présent, mesdames et messieurs, suivant les avis des uns et des autres à propos du possible retour de Jean Eyegedon au sein du Parti démocratique gabonais sur ces images de Ariel Nzao. Regardons. Ça, c'est le fiasco, ça. Par rapport à son retour, mais je ne trouve pas l'utilité. Il a fait son temps, Premier ministre. S'il a posé les actes, c'est bon. S'il n'a pas posé, mais c'est le temps d'autres personnes de passer aussi et essayer de faire... parce que plus les mêmes personnes qui ont fait que le pays soit à ce niveau-là reviennent, on sombre même encore, le pays sombre même encore davantage. Donc, peut-être qu'il faut prendre des nouvelles personnes qui n'ont peut-être pas géré le Gabon, qui n'ont pas peut-être pu avoir le grand poste ministériel. Je me rappelle, Bongo, une année, le président Bongo, père, une année avait pris des technocrates dans les entreprises privées, mettre au gouvernement. Mais ça avait marché. Et que d'aller prendre toujours les mêmes DG qui sont dans les mêmes ministères, les mêmes DG qui font les détournements, c'est les mêmes DG qu'on prend pour hausser toujours ministre délégué, ou bien PCA, ou bien... On n'avance pas. Vu que c'est un Gabonais comme tout autre, on est libre de changer de parti comme on veut. S'il ne se sent pas bien où il est à ce moment, alors où est le mal à ceux qui reviennent? C'est la maison mère, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est normal? Après avoir lié le parti, comment vous
je ne vois pas ce qui est anormal ou ce qui est normal là-dedans. Je trouve que quand vous ne vous sentez pas bien quelque part, il est normal que vous retournez où vous vous sentez bien. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est devenu la coutume au Gabon. Les gens qui ont vidé les caisses de l'État auparavant, ils sont allés dans l'opposition. Du moment où ils ont su qu'il n'y a plus rien là-bas, ils ne vont plus continuer à vider les caisses de l'État. Ils veulent repartir dans l'opposition. En tout cas, tout ça là, ce sont les citoyens gabonais qui payent les conséquences de tous leurs actes. Je suis déçue, mais après, comment je fais? Mais c'est pas normal, ils jouent avec les esprits de qui? On joue avec qui dans ça? Il y a les gens qui sont allés dans l'opposition parce qu'ils ont suivi Jean Eyerndon. Aujourd'hui, il dit repart dans le PDG. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il puisse prendre d'abord la décision de quitter le PDG pour l'opposition? Mais aujourd'hui, il dit quitte l'opposition pour le PDG. C'est quel jeu que tous ces opposants, que je n'appelle pas aujourd'hui opposants, hein, je les appelle des joueurs, quoi, les joueurs qui jouent avec la mentalité des Gabonais au fait. Chacun a ses idées. Si tu as vu que l'enfant que j'ai rejeté, je peux le récupérer, tu récupères l'enfant. C'est tout. Ça, c'est pas un souci. Il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier. Vous, la presse, vous parlez beaucoup, mais nous, on ne connaît pas ça au quartier. Il peut revenir, c'est sa maison. C'est tout. C'est Zanfeu, c'est lui, non? On va quitter le monde de la politique pour parler à présent de ce qu'il conviendrait d'appeler des conditions de vie des Gabonais. On parle d'un problème crucial, c'est celui de l'alimentation en eau potable au quartier La Cité d'Awendje dans le 5e arrondissement de Libreville. Ici, les populations ont du mal à s'approvisionner, car pour trouver une goutte d'eau potable, il faut parcourir 2 km, sinon il faut prendre l'eau du forage. Les détails dans ce reportage sur ces images de Ariel Nzao. Difficulté d'approvisionnement en eau potable à la cité d'Awendje dans le 5e arrondissement de Libreville. Ici, depuis plus de 10 ans, les populations ont du mal à trouver de l'eau potable. Une triste réalité qu'elles décrivent avec beaucoup de peine, surtout lorsqu'on sait que l'eau, c'est la vie. Et malgré cette carence, ces dernières, disent-elles, payent gratuitement les factures à la ECJ. Plus de 10 ans, on n'a pas l'eau dans notre zone d'Awendje là. On se débrouille. Oui, il y a des fois où ça vient une fois par semaine. On puise. Dès que ça se coupe là, vous attendez encore une autre semaine. C'est comme ça qu'on fait. On ne connaît pas ce qui se passe à la SCG. On paye beaucoup d'argent. Il y a des fois où on paye 60 000, 40, 50. Oui. Au moins, si l'eau revient dans les maisons, il n'y a pas de problème. Là, vous voyez là, c'est les gens de la cité, parce qu'il n'y a pas l'eau dans les maisons. Nous, c'est les robinets des maisons, l'eau ne passe plus. C'est ça notre problème. Nous sommes derrière la cité. L'eau ne descend pas. Exemple, si je pars à la SCG, on va me dire que non, moi j'ai des factures. Combien d'années je n'ai pas l'eau dans ma maison? Moi, je souffre de l'arthrose. Est-ce que je peux soulever, à mon âge là, mon fils, je peux soulever une brouette avec les bidons pour venir puiser l'eau là au forage? Même un bidon de 5 litres, je n'arrive plus à soulever. Je ne peux pas. Qu'on puisse voir un peu le problème d'Awendje. Et pourtant, la cité s'enrôle là. Les pauvres femmes, regardez, même vous-même. Toutes les maisons de la cité là, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas, même pas une goutte d'eau. Donc, régler un peu le problème d'Awendje. Awendje a tué qui? Nous sommes fatigués. On a les compteurs, je peux vous amener, vous montrer mon compteur. Combien d'années je n'ai pas d'eau? Voilà pourquoi je néglige même d'aller à la SCG, aller chercher les factures. Mais je sais quand je veux partir là, on va me dire que j'ai les factures. Je puise où? Il faut payer les enfants pour venir me prendre un peu l'eau ici là. Donc c'est un peu ça. Il y a Ali qui vient nous remettre l'eau. C'est tout ce qu'on veut de lui. Qui vient nous remettre l'eau? Nous c'est l'eau. Le problème c'est l'eau. Le courant est là. L'eau, Awendje n'a pas l'eau. Cependant, l'implantation d'une pompe forage publique derrière le corps de la cité n'a pas servi à grand-chose, puisque, selon les propos des bénéficiaires, la qualité d'eau qui y ressort serait douteuse, car elle contiendrait des particules de sable et serait impropre à la consommation, voire même à la cuisson. J'ai la chance, bon pas la chance, c'est-à-dire d'avoir un voisin qui a fait un forage, et du coup on est obligé de payer d'eau chez lui. Ce forage-là, ça a été créé par qui? Par nous-mêmes à Awendje.
Mais si on n'avait pas ça, on devait faire comment? Bon, l'eau potable, c'est vrai que c'est le forage, on ne peut pas s'y boire l'eau. C'est nous-mêmes, la population, qui a créé le forage. Non, on n'a pas fait côté, on appelle les gars, venir nous mettre un peu tout passer. On ne peut pas faire la queue tous les matins, hein, pour avoir un peu d'eau pour boire. Mais des fois, regarde, quand il y a eu le sable à l'intérieur, on ne peut pas préparer avec ça. Ils ont fait un peu d'expertise, hein, au fur et à mesure, avec le temps, machin, au fur et à mesure, on peut le boire maintenant, doucement, doucement. Vous voyez un peu ça? Hein? La cité d'Awendje, comme pour de nombreux quartiers de Libreville, éprouve de nombreuses difficultés pour s'approvisionner en cette denrée de première nécessité malgré sa position géographique louable. Les autorités en charge feraient mieux d'intervenir rapidement pour soulager la souffrance des populations de cette cité qui a trop duré. Même son de cloche en Zanyon dans le 6e arrondissement de Libreville, précisément au quartier Dragage à gauche où l'eau potable est un véritable miracle qui ne dit pas son nom. Les précisions avec Désiré Mbieningon et Floris Mapango. Le manque d'eau potable est devenu un phénomène récurrent dans la capitale gabonaise. Et pourtant, on peut observer ici et là la présence de plusieurs compteurs d'eau non alimentés. C'est le cas du quartier Nzengayong Dragage à gauche dans le 6e arrondissement de Libreville. Une situation qui date de plusieurs années. Pour espérer avoir une goutte d'eau, les populations de cette zone sont contraintes de parcourir des kilomètres. On a toujours rencontré ce problème depuis des années. Des fois, on vient, on fait les promesses, on va mettre de l'eau. La fois dernière, ils sont venus mettre les tuyaux là, les grands tuyaux, parce qu'il y avait un qui était percé là. Ils sont venus, on disait que l'on devrait nous ravitailler en eau. Ils ont fait les travaux au niveau de l'AS de, comment on appelle ça, de l'école d'Agage là, qu'il fallait mettre un gros truc, qu'il fallait nous livrer. Ils ne l'ont pas fait. Jusqu'à présent, c'est le problème que l'on a ici. Il y a le problème d'eau. Ah ben qu'il fasse quelque chose. Qu'il fasse quelque chose, qu'il essaie d'alléger ce problème, parce que c'est vraiment invivable. Voilà. Les gens parcourent des kilomètres, près de 30 km, 25 km qui partent de Mkoaza, ils viennent puiser de l'eau ici, là. C'est le problème que l'on rencontre ici, au quotidien. Ça fait plus de 10 ans que c'est la même chose. On est obligé de se déplacer chez nous vers les 4 heures. Des fois, si tu es plus près, tu viens autour de 6 heures, 5h30, tu viens, tu poses les bidons, on te sert. Tu repars avec ça, tu les transportes, mais avec l'insécurité, vous voyez. Donc, il y en a qui ne viennent pas un peu plus tôt, parce qu'ils sont loin. Ici, c'est très pénible. Nous souffrons beaucoup. En fait, pour puiser de l'eau, il faut vous réveiller le matin à 6 heures avec les bidons. On se retrouve chez le chef. Et en fait, les horaires de la SG, c'est du mardi au vendredi. Si tu n'es pas là tôt, tu n'as pas de l'eau. Il faut faire la queue. En fait, c'est pénible et c'est dur. Hein. Les habitants de cette partie de la ville sont parfois obligés de faire recours aux eaux de pluie. Parfois, il y a d'autres qui retournent même sans eau. Pour s'alimenter en eau potable, il faut se déplacer avec des brouettes. Aller dans tout notre quartier, on peut être alimenté, mais sinon ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pour avoir de l'eau, même pour se laver, on est obligé de procéder par un système de puits. Parce qu'ici, chacun a un peu un puits chez soi, quoi. C'est ça. On veut que la population puisse nous aider pour qu'on puisse avoir de l'eau. On souffre vraiment, on boit l'eau de puits, c'est compliqué. L'eau potable est d'une nécessité dans un quartier. Que les autorités compétentes songent à résoudre ce problème afin de soulager le calvaire des populations. Restons toujours dans le 6e arrondissement de Libreville et au quartier Zanyon Dragage à gauche où il se pose un véritable problème de circulation en cause l'état piteux de la route qui ne facilite pas la circulation dans cette partie de la capitale. Plus de précisions, on va retrouver cette fois-ci Naomi Simba et Floris Mapango pour les détails. Le tronçon Carrefour Dragage à gauche chez le chef dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville est dans un état piteux. Les riverains et usagers ont du mal à circuler, surtout en saison pluvieuse. Au constat route non bitumée ni de poules pour ne citer que ces cas-là, les habitants du quartier se sentent oubliés. On a comme l'impression que le gouvernement nous a oubliés ici, de ce côté de la ville. Nous vivons comme tout bon Gabonais, nous adaptons à la situation. Ou même vous voyez l'état de la route comme elle est là. Mais en saison pluvieuse, c'est un peu ça. Les piétons, on s'adapte. Comme vous voyez des parcelles là, on essaie de passer, mais les voitures, en saison de pluie, c'est plus délicat pour les automobilistes. À cause du mauvais état de la route, les clandons ont déserté les lieux. C'est donc les particuliers qui y résident qui assurent le transport des riverains. Tandis que certains jeunes, eux, sont à pied d'œuvre pour l'évacuation des eaux que regorgent les nids de poules transformés en trous après les pluies. Il n'y a pas de clandos parce que la route est mauvaise.
Quand vous allez avancer un peu plus loin, au niveau de ce qu'on appelle le pont d'Acélé, c'est impraticable. Donc il ne peut pas avoir des canaux ici. Ce sont les particuliers, comme vous avez constaté, qui font le transport moyennant 500 francs. Comme vous pouvez si bien le constater, il y a un peu de nids de poules qui se remplissent souvent d'eau de temps en temps, à chaque fois qu'on n'y allait plus. Et comme en ce moment-là, il pleut beaucoup, donc ces nids de poules-là se remplissent à chaque fois et ça perd, comme il y a certaines choses qui se cachent aussi dans les flaques d'eau, quoi. Ça perd souvent certains pneus des riverains ici dans le quartier. Des papas, des mamans qui ont des véhicules, ça leur cause des accidents. Donc ils nous demandent souvent de vider cette eau-là et ça leur rend un bien grand service. Les habitants demandent aux autorités compétentes de se pencher sur la situation. L'État se rend compte qu'il y a des problèmes ici. L'État, l'autorité puisse penser à nous. Si on peut résorber ce problème de route, et nous serons enchantés d'avoir une route praticable en toute saison. Rappelons que le mauvais état récurrent de la plupart des routes au Gabon limite la capacité du réseau à répondre non seulement aux besoins des populations, mais aussi aux besoins du développement. Micro-trottoir à présent, avant que de se dire au revoir, que pensez-vous des conjoints qui ne veulent pas voir la présence de la belle famille chez eux? Suivons. Parents de l'homme, donc il n'y a pas mariage. Parce qu'il faudrait que l'homme garde tes parents. Toi aussi, tu gardes les parents de l'homme. Nous sommes égaux. Hein? Mais comment tu dois seulement que tes parents, tu dois recevoir? Toi, la femme, tu reçois tes parents, tes propres parents. Maintenant, tu ne veux pas recevoir les parents du mari. Pourquoi? Pourquoi? Hein? C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Le mari doit parler avec sa femme. Que je ne veux pas ça. C'est le mari. Le patron du foyer, c'est le mari, c'est pas moi la femme. Elle doit accepter les parents du mari comme elle a accepté les parents. Voilà, tu as accepté le mariage. Tu étais en courant, non, pour dire que je veux la bague. Mais la bague là, c'est pourquoi? Tu dois assumer pour les parents du mari. Les maris aussi doivent assumer pour les parents de la femme. Mais il y a des gens qui abusent, ils viennent tous les jours. Non, on ne refuse pas. Tu vas parler, mais c'est pas pour dire que tu ne veux pas voir les parents à la maison. Ça ne se passe pas comme ça. Là, il faut porter conseil. Tu l'amènes à la raison. Elle va comprendre. C'est un être humain. C'est pas normal. C'est pas bon. Mais ton cœur est ton meilleur conseiller. Toi-même, tu réfléchis. Ou tu restes avec ta femme, ou tu la fais partir. Si c'est moi ta mère qui chasse ta femme, ce ne serait pas bon. Tu vas m'en vouloir? Hein, non, pas. Si maintenant on attend ma famille, quelqu'un n'est pas de moi et je lui chasse. Parce qu'elle est censée accepter ma famille, ça fait accepter sa famille. C'est vice versa. Pas de belle famille, pas de mariage dans un foyer. Ouais. Non, ça commence par qui donne la bénédiction. Dans la bonne tradition, qui donne la bénédiction? C'est les parents. Mais alors, s'il n'y a pas de bénédiction, le mariage n'ira nulle part. Non. Il reste chez eux, s'il y a un 5 fois, il va envoyer, il l'envoie. Mais pas dire qu'il vient siéger chez moi dans mon foyer. Négatif. Ah, je ne sais pas. Merci. Ok, bon, apparemment nous sommes un couple. Voilà, donc je ne vois pas la réticence à un membre du couple de refuser les beaux-parents. Si nous sommes ensemble, c'est que nous avons nos deux familles. Voilà. Donc ces personnes-là qui refusent de voir la belle famille chez soi, moi, c'est pas gentil. Voilà, que pensez-vous de cela? Ce que moi je peux penser de ça, c'est qu'elle est maudite. Parce que tu ne peux pas vivre dans une relation avec quelqu'un qui peut ne pas accepter sa famille. C'est comme on dit, on n'aime pas le chien on aime les chiens avec ses puces. Si tu aimes ton partenaire, tu vas l'accepter avec toute la famille. Et tout ce que moi je peux répondre à cela. Oui, il y a des gens qui abusent. Il y a des gens qui abusent. Il y a la belle famille qui abuse aussi. Mais c'est un truc qui peut s'entendre, qui peut s'arranger. Entre-temps. C'est un truc qui peut s'arranger. Je porte conseil à mes enfants.
Quand tu vas en mariage, il faut embrasser tout le monde. La femme qui a fait ton mari, c'est ta mère. Si elle n'aurait pas fait cet enfant-là, il devrait t'épouser autant pour moi. C'est ça ce que j'ai dit à mes enfants. Il faut bien rester, il faut embrasser tout le monde. C'est bon. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'information. Comme d'accoutumé, le rappel des titres. Les partenaires sociaux reçus mercredi dernier à la commission des lois à l'Assemblée nationale au menu des échanges, l'âge et l'harmonisation des retraites entre le privé et le public, le service minimum en période de grève et bien d'autres dossiers à l'ordre du jour. Les détails, vous les avez eus dans cette édition d'information où nous avons également parlé de Michel Menga-Messon, ministre de la Culture et des Arts, qui à son tour été reçu par les sénateurs membres de la Commission des affaires culturelles pour présenter et défendre le projet de loi portant création, attribution et organisation de l'Office national de développement du sport et de la culture. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi. Mesdames et messieurs, je n'étais pas seul, j'étais accompagné de toute l'équipe de la radio-télévision Hermon qui ce soir se joint à moi pour vous souhaiter bon début de week-end à toutes et à tous. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve demain à la même heure. Ciao, bye bye et au plaisir.